Mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir immense que nous accueillons pour vous aujourd'hui Roland Meuniot. Roland Meuniot, très connu dans le monde artistique et culturel. Roland Meuniot des dimanches littéraires. Ces dimanches, nous aurons à parler littérature. Le jeune Roland Meuniot, d'où vient-il? Il vient du Cap haïtien, de la rue 9 même, plus précisément. Je suis né à la rue 9 au Cap, ensuite jusqu'à l'âge de 7 ans, là je suis allé à la rue 16, et puis jusqu'à ce que je quitte le Cap. Voilà, et il quitte le Cap à quel âge à peu près? 17 ans, je suis allé à l'école à Port-au-Prince, à la faculté de médecine. Jeune étudiant rêveur, habité par le doute, je suis parti à l'aube, déboucher l'horizon, mon sang criant ton nom. C'est Roland Meuniot qui quitte Haïti parce qu'il nous a parlé de Bruxelles. Est-ce que Bruxelles a été le premier pays vers lequel on s'est dirigé, le premier pays sur lequel on a mis le cap? Non. Je suis allé à New York, aux États-Unis. Parce que ma mère était déjà aux États-Unis depuis quelques années et puis elle avait déjà transféré pratiquement toute la famille. Mais moi, j'étais comme une sorte de réfractaire. J'avais juré de ne pas laisser Haïti parce que j'aimais vraiment, j'étais bien. J'adorais ce que je vivais par moments. Il y a des moments plus durs parce que la politique en ce moment-là était terrible. C'était le nœud, là, je dirais, du régime de terreur qui se développait. Mais je préférais ça quand même. Je savais où j'étais. Donc, en finale, il fallait pas, dans ce temps-là, il fallait avoir 21 ans pour être majeur, pas 18. Donc, ma mère, et puis tous mes parents, mes oncles, tout le monde, on finit par dire, écoute, c'est la dernière année, tu as 20 ans, il faut partir. Parce qu'après, je ne pourrai plus te donner l'expression consacrée, la résidence aux États-Unis. Ça veut dire que jusque-là, elle pouvait me faire arriver directement avec un alien card, la carte verte d'une carte, comme un résident permanent, sans avoir à rien faire, à demander. En finale, j'ai accepté parce que on m'avait fait des pressions, disons, politiques. Et j'avais eu une sorte de choix entre partir ou bien aller à l'hôtel du Fort Dimanche. Donc j'ai préféré aller trouver ma mère à New York. J'y suis resté à peu près 1 an. Et de là, je suis allé à Bruxelles étudier. Rendu là, c'est la première fois, je pense, à New York, les Haïtiens étaient bien vus encore, là. Je te parle de 64, 65. Les Haïtiens étaient bien vus au fond n'importe où à l'étranger, sauf en Haïti. On avait encore beaucoup de prestige, beaucoup de panache. Oh mon Dieu. Alors on nous appelait des Frenchies, là, parce qu'on parlait français, bien sûr. Et ils comprenaient pas qu'une affaire aussi stupide, aussi bête qu'un noir puisse parler français, que les autres, les Américains, considèrent comme une langue extrêmement difficile, à laquelle ils ont de la difficulté à s'adapter. Ils peuvent pas apprendre. Donc ça, c'est leur préjugé à eux. Donc voilà. Donc moi, rendu là-bas, je me suis inscrit déjà en fait de New York, ça a été accepté, mais j'avais amené mes notes, mon dossier, et puis je voulais avoir comme des dispenses pour les 2 années que j'avais passées. Ils m'en ont accordé quelques-unes, mais celle qui a vraiment qui les a vraiment foutus par terre, c'est l'anatomie. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer comme professeur Monsieur Maxime Rouvière, qui avait écrit des livres de référence pour chirurgiens. Et c'est ces bouquins-là, 3 tomes énormes comme ça, là, comme 3 encyclopédies. C'est ce bouquin-là que nous, en Haïti, on étudiait. Les 3 tomes en un an. Le gars a dit, mais
Ça, c'est pas fait pour les étudiants, ça. Ça, c'est un livre de référence pour chirurgiens. Mais c'est ça qu'on a étudié, c'est ça que je connais, et puis les cadavres, on en a en grande quantité, etc., etc. Il m'a engagé sur place comme répétiteur, c'est-à-dire pour superviser des séances d'anatomie pratique avec les étudiants qui venaient pas d'Haïti, naturellement, là, les Belges, enfin, les Allemands, tout ça. Donc, c'est ça que je disais tantôt, que dans ce temps-là, les cours valaient encore quelque chose. On avait beaucoup de valeur. Les Haïtiens étaient vraiment bien vus. Les diplômes aussi haïtiens étaient très recherchés. Ils étaient bien cotés. Ah oui, oui, oui. Mais au moment de quitter Haïti, est-ce qu'on pense y retourner un jour, ou bien on se dit c'est pour un aller simple? Parce qu'on ne veut rien savoir de Duvalier. Non, moi, ce que je crois, que tous les Haïtiens de cette époque-là, qui sont partis dans les années 60, 70 même peut-être, on est tous partis pour alparer l'appui. On va passer quelques années, 3 ans, maximum 5, de mauvais temps, et puis bon, le régime va laisser la place à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre. Et puis, entre-temps, on aura appris quelque chose qu'on ira mettre au service de notre pays. Personne ne pouvait imaginer que 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans plus tard, pour certains, sont restés encore à l'extérieur. Ils n'ont plus de chez eux. Et plus le temps passe, plus, évidemment, l'Haïti que toi, tu transportes avec toi en arrière de ta tête, moins elle ressemble à l'Haïti qui évolue pendant que t'es pas là, qui a beaucoup changé. Pas seulement en termes de physique, de géographie, de construction, etc., mais en termes de mentalité, en termes de valeurs, en termes humains. Donc, tu deviens de plus en plus étranger, plus tu restes longtemps à l'extérieur. Au risque d'être étranger à soi-même. Et voilà. Alors, il y a eu le choc en arrivant à Port-au-Prince, un deuxième choc en arrivant à New York. Est-ce que rendu à Bruxelles, on peut dire maintenant, on a la piqûre, on est immunisé, on est prêt à tout. Il n'y a plus rien qui nous étonne. Je vais te dire la leçon que j'ai apprise, qui est la même que j'ai apprise à New York et à Bruxelles. Et à Port-au-Prince. Au Cap, d'où je viens, il n'y a pas de mulâtre. Le mot n'existe pas. J'ai jamais entendu, en 17 ans de vie au Cap, quelqu'un traiter quelqu'un d'autre de mulâtre. Ni de noir non plus. Non. C'est un tel. Il y a un seul mot pour tout le monde, nègre. Là, tu sais, c'est pas une couleur, c'est un homme, c'est une personne. Alors, à Port-au-Prince, j'ai découvert le préjugé de couleur. J'avais lu dans les livres, bien sûr, mais dans la rue, dans la vie quotidienne, au Cap, on connaît pas ça. En tout cas, on connaissait pas ça, et puis ça ne se vivait pas de façon vraiment quotidienne ou bien très, très, très dure. Rendu à New York, j'ai trouvé que, contrairement en Haïti, on appréciait les Haïtiens. On aimait les Haïtiens parce que bon, ils sont fins, ils sont brillants, ils sont élégants, enfin, etc. Mais c'est une façon en fait de mépriser leur propre noir chez eux. La niggeuse. Ils te jouent contre le congénère. Mais ça tu le vois pas tout de suite parce que t'es tout fier d'être le nègre fin, le nègre supérieur aux autres. Tu ne te rends pas compte tout de suite qu'ils se servent que de c'est toi. La division qui crée. Ils te flattent un petit peu là dans le bon sens pour te monter. Pour mener le combat à leur place. Voilà. Moi, ce qui m'a frappé personnellement, c'est qu'on m'a pris. On refusait d'accepter que j'étais un Haïtien et on m'appelait un Portoricain. Puis les Portoricains étaient mal vus. Ça, c'était mal vu parce que c'est toujours des stéréotypes, des clichés, mais c'était des voleurs qui travaillaient dans le métro, dans le subway. Ok.
J'arrive à Bruxelles, je ne suis plus portoricain, mais je ne suis plus haïtien non plus. Alors que quand on se déplace en groupe, toujours, les étudiants. Et quand on arrivait dans une boîte, par exemple, on laissait entrer tous mes copains. Puis moi, on me bloquait à la porte. Le gars dit, mais ici, on n'accepte pas les Marocains ni les Algériens. Parce que j'étais devenu Algérien. Ou Marocain. Ou Marocain. C'était après la guerre de l'Algérie. Et puis, ils en voulaient, ils détestaient ces gens-là. Donc, moi, ça m'a mis une perspective, ça m'a permis de me rendre compte de la bêtise des stéréotypes, la bêtise, parce que je l'ai vécu personnellement, et puis ça m'a aidé, j'ai réfléchi par la suite. Mais au fond, c'est la même chose que nous on fait en Haïti. C'est la même affaire qu'on fait en Haïti. Donc ça m'a ouvert les yeux, ça m'a permis de rentrer moi-même et puis de réfléchir sur cette histoire-là. Et puis c'est ça qui m'a mis sur le chemin des revendications de mes appartenances et de ma culture de base. Et c'est ce qui va te pousser à vouloir écrire toutes ces peines ou ces réflexions. Et là, tu réfléchis et ces choses-là se reflètent d'un point à un autre, de Port-au-Prince à New York, de New York à Bruxelles, et du portoricain à l'algérien au marocain. Et c'est un jeu de miroir. Absolument. L'un renvoie à l'autre. Quand tu es devant un miroir, tu sais pas ce qu'il va te renvoyer. Alors, Roland, on disait avant cette mini-pause que tout cela va quand même te fouetter au point de vouloir partager avec d'autres. D'abord avec toi-même. Oui, par exemple, ça m'a fait prendre conscience que j'aurais pas dû accepter la résidence permanente aux États-Unis. Parce que quand j'ai commencé à voir clair, j'avais déjà des réticences idéologiques. Mais c'est allé beaucoup plus loin que ça dans ma chair, dans la pratique de tous les jours, dans la vie. Et comme j'étais obligé à chaque année de rentrer aux États-Unis pour les grandes vacances, pour aller travailler, faire des sous, pour retourner à l'école après. Et puis, la guerre du Vietnam battait son plein. À un moment donné, ils voulaient avoir beaucoup plus de gens. Et puis, un soir, 2 bonhommes du FBI sont venus me chercher parce que j'avais sauté mon tour. J'aurais dû me rendre là tout seul à une telle place, je ne suis pas allé, ils sont venus me chercher. Et puis moi, s'il y a une chose que je ne voulais pas faire, c'était bien d'aller me battre contre des gens au Vietnam qui ne m'avaient rien fait, que je trouvais qu'ils me ressemblaient. Et quand tu suis leur histoire, et puis de colonisation, et puis qui se révoltent contre ça, on l'avait déjà fait, etc. Donc, si c'est bon pour nous, ça doit être bon pour eux. On n'est pas riche, mais on est fier, on a une dignité, on a un respect, les autres, ouais, toutes sortes de choses comme ça. Donc c'est comme ça que ça a mis fin en réalité et à mes études de médecine et à mon séjour aux États-Unis parce que j'ai pris le train dans la nuit en prétextant que j'allais distribuer le peu de biens et de linge que j'avais à des amis à Montréal, parce que je connaissais personne là-bas, enfin, l'histoire comme ça. Et puis voilà, je suis devenu déserteur en quelque sorte, parce que j'ai découvert aussi que c'est pas nécessaire d'être noir pour avoir mal. Il déploie ses ailes pour s'en aller où exactement? Oh, je ne tiens pas vraiment à savoir où je vais. Ce qui m'intéresse, c'est de laisser la place à la relève. Je souhaiterais seulement laisser quelques indices, quelques provisions de voyage qui peut les aider dans leur itinéraire. Comment est-ce qu'on peut se procurer? Est-ce qu'il y a un lancement? Le lancement, c'est samedi prochain, le 16 avril, qu'il aura lieu entre 16h et 20h, de 4h à 8h, là, dans la salle de réception, dans une des salles de réception de Mirage, sur comment on appelle, l'Angelier,
Oui, CPAM a eu quelque chose là-bas au 86 Mirage. Et tu as choisi Mirage à cause d'un miroir pour que le lieu aille avec le livre. Ouais. Voilà. Alors c'est au Mirage. On va s'en rappeler, n'est-ce pas? Et ça me fait penser à peut-être que je vais remonter cette émission-là, parce que Mirage, en réalité, on pense à Guy Durosier. J'ai fait deux fois le tour du monde, et il y a ce mirage, ce qu'il croit voir et qui n'est pas, et ce miroir qui réfléchit, qui nous dit la vérité tout en nous disant autre chose. Et voilà. N'est-ce pas? J'ai pas dit que ça mentait. J'ai dit non, ça non, ça ne ment pas. Et ça ne ment pas. Ça ne ment jamais. Du tout. Parce que la vérité est dans l'œil de celui qui regarde. Alors, on rappelle que c'est au Mirage et c'est samedi prochain à compter de 16h. Et qu'est-ce qu'il y a au menu? Oh mon Dieu, il y a un récital de poésie, évidemment. Il y a une bonne dizaine de musiciens. Donc, il y a aussi un récital de musique. Et il y a un mélange des deux. Donc, il y a un lancement, un spectacle de au moins 20 artistes. 20 artistes. Ouais. Qui participent au lancement. Mais ça va sous la direction, monsieur, de Marc-Yves Volsi, direction artistique. Alors, ça promet beaucoup. Ça promet beaucoup. Ronan, mille merci. Au plaisir de se revoir. Et de mirage en mirage, nous avons rendez-vous. Je m'ai rendu la vie facile. Merci. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là. Nous nous reverrons dans 6 jours et 22 heures pour un autre départ à cette fréquence, cette antenne, le 1410, votre station. De grâce, prudence, si vous venez de rencontrer votre partenaire sexuel, faites le mou ou faites la moue, mais ne faites pas l'amour. L'amour, c'est capotant, alors capotez bien.